Province de Namur, le podcast. C'est ainsi depuis 1993. Le 22 mars, c'est la Journée mondiale de l'eau, un événement qui, en Wallonie, est célébré par une quinzaine, les Journées wallonnes de l'eau, qui se déroulent du 12 au 27 mars. L'occasion notamment de découvrir le patrimoine culturel autour de l'eau. On parle de ce patrimoine hydraulique avec Laurence Sansion, historienne de l'art et coordinatrice de projet au sein du service provincial Musée et patrimoine culturel. Alors, Laurence Sansion, l'eau, c'est indispensable à la vie et donc très tôt, l'homme va entre guillemets chercher à la domestiquer. Est-ce qu'en province de Namur, on a des traces vraiment anciennes de ces aménagements ? Oui, en province de Namur, on a des traces très anciennes, notamment donc au parc naturel de Furfo. On a retrouvé des thermes de l'époque gallo-romaine, de l'Antiquité. Donc ça fait partie des éléments les plus anciens, même si ont été reconstitués au XXe siècle, suivant l'archéologie expérimentale. Mais au-delà de ça, il y a aussi tout le développement des villes et de la plupart des agglomérations qui se sont faits. Les premiers hommes, dès la préhistoire, vont s'implanter où il y a une rivière. Et les plus grandes villes vont même être là où il y a un affluent ou une confluence de rivières ou de fleuves. Et c'est à partir de là qu'on va voir apparaître déjà ces aménagements dont on parle. C'est les premières agglomérations. Donc, par exemple, à Namur, on a le Grognon avec la Sambre et la Meuse, Dinan, Florève, etc. Donc, c'est vraiment la confluence est vraiment très importante. Et c'est là que vont se développer les premières grandes agglomérations, enfin, en tout cas les agglomérations les plus anciennes qu'on a encore aujourd'hui et qui persistent aujourd'hui. Avec la naissance de ces agglomérations, on va créer des instruments spécifiques. Bon, je pense, aujourd'hui, on dirait l'égouttage. Oui, c'est ça. Donc, ils vont aménager toute une série d'éléments qui font partie de notre patrimoine hydraulique, c'est-à-dire des puits, des pompes, des puits, des pompes, des abreuvoirs, voire parfois des citernes, des cuves pour amener l'eau, voire pour la conserver à un moment où on en aurait besoin et permettre aussi, tant soit peu, faciliter la prise d'eau parce que c'est pas toujours évident d'aller chercher l'eau à la rivière, de la ramener dans sa maison. Donc, on essayait de ramener l'eau à proximité des foyers par facilité. On retrouve toute une série d'infrastructures liées au développement, on va dire, économique, c'est-à-dire que cette eau, elle va permettre d'actionner, par exemple, des roues à aubes qui vont permettre d'actionner des moulins ou des industries au XIXe siècle qui vont permettre de produire des produits industriels, voire aussi des produits alimentaires. Évidemment, la farine, on pense l'élément le plus courant. Les moulins à farine vont apparaître au Moyen-Âge chez nous vers le IXe siècle et ils vont vraiment se propager dans toutes les campagnes. On retrouve encore des moulins à eau et dans les villes aussi. Il y avait très souvent des moulins à eau qui se trouvaient pas sur la Meuse, enfin, pas sur le fleuve en lui-même qui était trop lent, mais dans des petites rivières ou des affluents qui étaient avec une force motrice beaucoup plus rapide qui permet d'actionner ces ouvrages hydrauliques. Mais on retrouve aussi, on va aussi très souvent utiliser l'eau, surtout alors les grands fleuves, pour le transport de personnes, le transport de matériel, de marchandises. Et donc, on va aussi très souvent essayer d'améliorer cette navigabilité. Pour ça, on va faire des écluses, on va rectifier les cours d'eau pour essayer qu'ils soient plus profonds, pour améliorer la navigation, etc. Et voilà, c'est ce qu'on arrive aujourd'hui au XXe siècle, à des berges, par exemple, de la Meuse qui sont assez droites, mais assez profondes, qui permettent cette navigabilité. De la Sambre aussi a été fortement... On a vraiment rectifié toute une série de méandres très sinueux qui ralentissaient le cours d'eau, et on les a rectifiés, on a bétonné les berges, et donc c'est le paysage que l'on voit aujourd'hui dans les grands fleuves. Et donc là, on est sur des infrastructures qui sont assez lourdes, mais à côté de toutes ces grosses infrastructures, il y a ce qu'on appelle un petit patrimoine qui servait par exemple à l'hygiène. Oui, donc il y avait donc tout ce qui servait à laver le linge, par exemple, la lessive, c'était aussi important. Donc, surtout dans le sud de la province de Namur, on a toute une série de lavoirs, du côté de Vresse-sur-Semois notamment, où les femmes allaient laver leur linge ensemble, c'était souvent 2 fois par an. C'était un travail extrêmement fatigant parce qu'il fallait amener le linge, le ramener humide jusqu'à la maison. Et donc, tout doucement, au début, ces lavoirs étaient simplement au bord de la rivière,
tout simplement. Et puis progressivement, on a essayé d'améliorer le confort en construisant des petits bâtiments avec des bacs d'eau, de l'eau courante qui circulait. Le mieux, c'était quand il y avait plusieurs bacs, un pour le rinçage, un pour le lavage. Le must, c'était quand il y avait une cheminée pour se chauffer. Voilà, donc, mais ça reste assez... Voilà, pour nous, c'est un confort assez basique. Mais pour ces lavandières, c'était vraiment déjà très, très bien. Et ces locaux, fermés ou non d'ailleurs, on appelait Oui. ça aussi par des petits noms. Moi, il y en a un qui m'a frappé, c'est moulin à parole, parce que c'est quelque Oui. chose qu'on me disait beaucoup quand j'étais plus petite. Donc voilà, des moulins à parole, des parloirs de femmes, des chambres de députés, parce qu'à l'époque, en fait, ces endroits où convergeaient les femmes pour nettoyer étaient aussi l'occasion de simplement communiquer. Oui, c'est ça, elles parlaient entre elles, il n'y avait pas d'hommes en plus, donc elles parlaient vraiment entre elles. Laver son linge sale en famille, ben, c'est un peu ça aussi, ça vient de cette époque où les femmes se rassemblaient 2 fois par an pour laver leur linge ensemble, parce que comme c'était justement très pénible, le fait de le faire ensemble réduisait cette pénibilité. On parlait beaucoup, on se racontait les petits ragots du coin, et parfois il y avait aussi des disputes, des querelles entre elles. Vraiment l'endroit de la vie du village. Et donc, vous l'avez évoqué, à Vray-sur-Semois, on a vraiment beaucoup de traces de ce patrimoine. Oui, on a beaucoup de traces. On ne l'explique pas pourquoi là et pourquoi pas ailleurs. Il y a un fait, c'est que l'eau courante est arrivée plus tardivement, donc après les années 50-60. Donc ce patrimoine hydraulique que sont les lavoirs est resté plus présent et est encore là aujourd'hui de manière plus importante. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas... On a retrouvé que très peu de traces à d'autres niveaux en Wallonie, enfin à d'autres régions de Wallonie. Ça, on ne l'explique pas vraiment. Mais en tout cas, c'est un patrimoine, vraiment une particularité de la région de Vray-sur-Semois. Et c'est pour ça qu'avec l'Office du tourisme de Vray-sur-Semois et la commune de Vray-sur-Semois, on a réalisé un itinéraire des lavoirs et abreuvoirs de Vray-sur-Semois. Donc, il va paraître ici le 26 mars. Dans cette belle brochure d'une 60aine de pages, on trouve plein d'anecdotes, mais on trouve aussi des circuits de balade, vous l'avez dit, pour pouvoir retrouver ce patrimoine qui est vraiment très très riche. Donc par village, donc il y a pas mal de villages à Vresse, donc par village, on a répertorié tous les lavoirs qui existaient encore. Et puis on a aussi une introduction qui a été faite par Pauline Foglia, donc historienne de l'art, qui a expliqué comment faisait-on la lessive, toutes ces petites anecdotes que vous avez racontées tout à l'heure, et remis ça en perspective historique. Par exemple, une petite anecdote aussi moi qui m'a marquée, c'est le fait que la cendre permettait de blanchir le linge, alors qu'on aurait pu croire que ça va le salir. Eh bien non, ça permettait de rendre la blancheur au linge. C'est un élément, un pan de ce patrimoine qu'on connaissait peu et qu'on va pouvoir remettre en valeur et identifier ce territoire du sud de la province. Et donc, cette brochure intitulée « La route de l'eau », elle est consacrée aux lavoirs, mais aussi aux abreuvoirs. Est-ce que ça veut dire que l'un et l'autre étaient liés ? Oui, ils sont très souvent liés. On a l'abreuvoir, pas toujours, mais souvent on en a un abreuvoir à côté d'un lavoir, voire parfois cela se touche, c'est parfois le même récipient, mais donc évidemment pas utilisé en même temps. L'abreuvoir servait à donner à boire tout simplement au bétail qui revenait en fin de journée ou en début de journée. La lessive, elle se faisait 2 fois par an, en mois d'octobre-novembre et puis au mois de mars-avril. Plus tard aussi, à de nombreux abreuvoirs, on va leur rajouter une pompe. Donc une pompe, ce sont ces éléments au fond qu'on retrouve, qui sont caractéristiques au XIXe siècle et qui permettaient aussi d'améliorer la prise d'eau. Donc au lieu de se pencher pour reprendre le seau, bien, on actionnait la pompe, on mettait le seau en dessous. C'était une facilité pour les ménagères, faut bien le dire, parce que c'était souvent les ménagères et les enfants qui avaient la corvée d'eau, comme on dit. Et en fait, ces installations, on est parfois surpris de voir à quelle époque elles apparaissent. Les premières traces de lavoir, on les a après sur ce mois dans les années 1840. Donc on a les premiers plans cadastraux, où on a des traces de lavoir. On appelait ça aussi... les lavoirs, pour eux, c'était des fontaines. Donc on met ça sur la terminologie fontaine. Mais donc ils apparaissent... au mieux, ou plutôt 1840. Sans doute qu'auparavant, c'était la rivière. On allait à la rivière pour laver son linge, tout simplement, dans des conditions très difficiles pour
pour les lavandières. Avec cette brochure La route de l'eau, on a notamment une carte qui nous permettra de retrouver toutes ces infrastructures, l'occasion de faire de très belles balades. Oui, c'est une très belle région aussi. Au bord de l'eau en été, quand on a chaud, ça peut rafraîchir. Et donc, chaque village, on a recensé les 3, 4, 5 lavoirs, abreuvoirs qui s'y trouvaient. Donc, c'est l'occasion de faire la balade. Et à chaque fois, dans la brochure, vous avez une petite explication de son histoire, de ses dates quand on l'a. Enfin, voilà, des lavoirs aussi et des abreuvoirs qui ont disparu. Certains aussi ont disparu. On retrouvera, outre les éléments dans la brochure, on les retrouvera également sur des panneaux explicatifs. Pour les lavoirs, on fait une route de l'eau avec 4-5 panneaux. Si on n'a pas la brochure, en gros, on peut avec un QR code aussi avoir les explications en français et en néerlandais, puisque la brochure et les panneaux ont été traduits. Donc ça, c'est un patrimoine qui est, on va dire, exceptionnel dans cette région de Vresse, qu'on le retrouve dans cette région de Vresse. Mais en province de Namur, il y a d'autres endroits où on peut voir également du petit patrimoine hydraulique. On retrouve les fontaines, les puits, se trouvent un peu partout sur le territoire, puisque, comme on l'a dit au début, l'eau est vitale. L'eau est importante de l'amener le plus près possible des foyers. Et donc, très vite, l'homme, avec son ingéniosité, a trouvé des manières de l'amener pour ne pas toujours aller à la rivière quand c'était possible. Donc, très vite. Donc, dans les villes, on a un peu perdu ce patrimoine dans les villes, mais il y avait toute une série de fontaines et de puits. Il nous reste souvent dans les villes les fontaines les plus décoratives, les plus belles. Par contre, dans les campagnes, on retrouve encore beaucoup de ces fontaines, de ces puits, de ces bornes fontaines aussi. Donc, au XIXe siècle, notamment, il y a tout un mouvement hygiéniste. Donc, il y a eu plusieurs déjà épidémies de choléra, notamment, dues notamment à des raisons d'hygiène, donc la mauvaise qualité de l'eau. Donc, il va y avoir un énorme travail pour essayer d'amener l'eau, de développer cette eau dans des bornes fontaines pour qu'elle soit la plus saine possible. Et donc, avec l'État belge, mais aussi déjà à l'époque avec les provinces, donc notamment la province de Namur, va collaborer avec toute une série de petites communes, voilà, comme Vresse de nouveau, mais ou Douache, qui n'ont pas les moyens de se payer, entre guillemets, ce réseau de distribution, ces pompes publiques, parce que c'est trop vaste, ils n'ont pas les moyens. Donc les provinces, et avec l'État belge, vont financer toute une série d'infrastructures pour amener l'eau, pour qu'elle soit saine, que ce soit de l'eau potable, et éviter toutes ces grandes pandémies qu'on avait au XIXe siècle. Et puis progressivement, bien, cette eau qui était dans ces puits, ces fontaines, on va dire publiques, vont arriver dans les foyers. Donc chaque maison aura son robinet, d'abord dans la cuisine, et puis progressivement dans les autres pièces du foyer. Et vous, ces infrastructures publiques au niveau du service musée et patrimoine culturel, eh bien, pour peu qu'il y en ait une demande, bien entendu, vous allez aider à les inventorier, à les repérer, à les mettre en valeur? Oui, donc dans le cadre des partenariats province-commune, dans le cadre de ce qu'on appelle l'assistance technique provinciale, on a réalisé une série d'inventaires d'abord pour connaître ce patrimoine, savoir où il était, dans quel état il était. On en a fait notamment à Gemep-sur-Sambre, à Douache. On a fait aussi des études sanitaires. Donc une fois qu'on sait où est ce patrimoine, il faut savoir dans quel état et comment le restaurer si on veut le préserver. Et puis dans le cadre des partenariats, c'est bien, on a valorisé en faisant des restaurations de ce patrimoine. Donc prochainement, on y va inaugurer la restauration du lavoir de Sunny. Donc de nouveau à Vresse-sur-Semois avec l'Agence Wallonne du patrimoine qui a collaboré aussi puisque c'est un des lavoirs les plus anciens de l'entité. Et la quatrième phase, on va dire, c'est la valorisation par des publications, des itinéraires touristiques, des panneaux, etc. Alors, autre itinéraire, eh bien, autour du Flavion, notamment. Le Flavion, qui est un affluent de la Molinier, où on a réalisé plusieurs actions avec la commune d'Onhé en particulier, qui était assez prenante et qui a un patrimoine très intéressant, qui notamment au niveau de la rivière, mais aussi qui a la particularité d'avoir 3 machines à eau. Donc ce sont des machines qui permettaient d'élever l'eau de la source et de la transporter, d'alimenter les villages avoisinants. Ce sont des machines qui sont apparues à la fin du XIXe siècle, au début de la distribution de l'eau. Alors cette eau n'arrivait pas encore dans les robinets, mais dans des fontaines publiques
dans ces villages. Et donc, on a réalisé notamment la restauration d'une de ces machines, la machine de Gérin. Une autre, on a réalisé une sensibilisation autour de la machine de Fechelön, au travers d'une maquette qui montre comment ce système fonctionne, parce que c'est un système assez compliqué. Donc, c'est grâce à des enfants et leurs parents qu'ils ont réalisé cette maquette. Et en parallèle, pour les visiteurs, il y a un petit dépliant qui explique un peu l'histoire et le fonctionnement de cette machine et qu'on peut prendre sur place. Donc, il y a un petit panneau informatif et il y a un petit boîtier où on peut avoir des informations à son sujet. La possibilité de faire également de belles balades dans le coin. Oui, donc c'est aussi l'occasion de faire de belles balades et donc notamment avec une stagiaire à l'époque, on a réalisé la balade Pierre et Eau autour du Flavion. Ce sont 3 balades qu'on retrouve avec des données très, très pratiques aussi et qui passent notamment par ces fameuses machines élévatrices d'eau. Cette brochure n'est malheureusement plus disponible sur papier, mais on peut la retrouver sur Internet. Oui, on la retrouve sur notre site internet notamment, donc patrimoineculturel.org. Vous tapez Onhé et vous allez retrouver ces balades autour du Flavion. Avec donc ces belles balades à faire, autre point qui vaut aussi peut-être, en tout cas le coup d'œil, mais surtout le déplacement et la balade, c'est autour de la Sambre, le bras de Sambre à Moignilé. Et ça, c'est vraiment un témoin historique important. Donc le bras de Sambre à Moignilé est aujourd'hui une zone Natura 2000. Elle a la particularité d'être sur 2 communes et 2 provinces. Et donc, dans le cadre du partenariat province-commune, on a valorisé une partie de ce bras. Alors, c'est un bras, donc au 19e siècle, la Sambre était très peu navigable. Avec la révolution industrielle, cela devenait indispensable de rectifier ces berges, de permettre la navigation des bateaux de plus grand tonnage. Et donc, depuis début du 19e siècle, à 3 reprises, on va rectifier ces berges et la Sambre. Et donc, certains méandres vont être fermés pour arriver à un fleuve beaucoup plus droit et beaucoup plus facile et plus rapide. Et la Noue de Moignelé, eh bien, c'est un de ces anciens méandres qui est aujourd'hui fermé, qui n'a plus de fonction, qui est devenu un marais. Pour ça que c'est devenu aussi un espace naturel. Et qui est le paradis des pêcheurs pour l'instant, mais qui est un peu délaissé en plein cœur de l'entité de Moignelé, un bel espace vert. Et donc, on a réalisé avec un architecte paysagiste et la commune de Sambreville un espace, on a réaménagé ce qu'on appelle la cabane du pêcheur avec un ponton, etc. Et on a mis un panneau informatif qui vous explique aussi l'histoire de ce site particulier, parce qu'il y avait aussi notamment un charbonnage pas très loin qui a laissé un terril qui est aussi reprise dans une zone Natura 2000. Donc c'est tout un site naturel finalement peu connu et qui a une grande histoire patrimoniale aussi et paysagère. Alors, Laurent Sansion, on a évoqué énormément de choses aujourd'hui, et notamment toute une série d'éléments qui font partie du petit patrimoine. Un petit patrimoine qu'on continue à mettre en valeur au niveau de la province de Namur, et c'est d'ailleurs une demande des communes. Oui, donc on a donc lancé un appel à projet Petit Patrimoine qui sert à valoriser ce patrimoine, et pour le valoriser, il faut le connaître. Donc ça permettra de faire des inventaires, enfin en tout cas de soutenir à la réalisation d'inventaires du petit patrimoine, à réaliser des expositions, des publications, voilà. Des projets à rentrer pour le 15 juin auprès de la province de Namur et du directeur général dg@province.namur.be. Prenez bien note, dg@province.namur.be. Et donc, dans la foulée de cet appel à projet, vous allez aussi mettre sur pied une manifestation itinérante dont tout le monde pourra profiter. Vous appelez les gens à vous transmettre des documents. Oui, donc on va faire une exposition itinérante sur ce patrimoine hydraulique, qui reprendra l'ensemble des thématiques de ce patrimoine hydraulique, donc que ce soit le petit patrimoine, mais aussi le patrimoine monumental. Ça peut être les châteaux d'eau aussi, les douves d'un château qui servaient à protéger. Ça peut être les passages d'eau aussi, les ponts, les points d'arrêt. Il y a aussi tout ce qu'on n'a pas encore évoqué, mais tout ce tourisme autour de l'eau qui est apparu à la fin du 19e, début 20e, avec notamment l'île d'Ivoire qui va avoir son développement touristique
se développer. On a aussi les premiers bateaux à vapeur touristiques qui vont naviguer sur la Meuse à partir de la fin du 19e siècle. Donc on va essayer de regrouper tout ça dans une exposition itinérante et comme à chaque fois, elle va faire étape dans les différentes communes, entités de la province de Namur et à chaque fois on demande qu'il y ait un apport local par rapport aux grandes thématiques de l'exposition, donc de voir ce qu'il y avait de particulier dans la commune. Ce sera l'occasion aussi, par exemple, de mettre en exergue l'art autour de ce patrimoine hydraulique, patrimoine où on peut parler aussi des métiers qui aujourd'hui ont disparu. C'est ça, donc il y a tout patrimoine matériel et puis à côté de ça, il y a tout ce qu'on appelle le patrimoine immatériel. Donc ce sont ces anciens métiers, par exemple, on va dire les meuniers. On dit souvent meunier, tu dors, mais en fait c'était un métier très fatigant puisqu'il fallait à chaque fois surveiller que le débit d'eau ne soit pas trop important, mais qu'il soit suffisant pour faire actionner les meules, etc. Sinon la roue hydraulique pouvait se casser. Il y a aussi, et là on avait fait déjà un petit reportage sur le dernier fontainier de la machine à eau de Honhé, qui avait 85 ans et qui nous expliquait un peu en quoi consistait son métier, puisqu'aujourd'hui ces machines à eau ne sont plus mues par l'énergie hydraulique, mais par des pompes électriques simplement. Voilà, il y a aussi les passeurs de passage d'eau, donc les bacs qui passaient d'une rive à l'autre, c'est aussi un ancien métier qui a disparu aujourd'hui. Et puis plus simplement, c'est la vendière dont vous parliez tout à l'heure ? Ah bah oui, c'est la vendière, ça, on peut dire que c'est quand même un progrès qu'on ait des machines à laver, mais c'est vrai que ces lavandières ont inspiré de nombreux artistes. Bien évidemment, on a Félicien Rops en province de Namur qui a dessiné, croqué plusieurs lavandières en train de faire cette lessive en bord de rivière. D'autres artistes aussi l'ont fait. Donc c'était vraiment un thème qui inspirait avec ce côté un peu, voilà, sans doute un peu romantique aussi. Déjà, le terme lavandière est un terme un peu romantique pour un travail qui était assez dur. Laurence, j'ai des documents à la maison que j'ai retrouvés dans mon grenier. Comment je fais pour vous les faire parvenir ? Bien, vous pouvez nous écrire à notre adresse mail commune, donc patrimoine.culturel@province.namur.be. Il y a aussi toutes les infos pratiques sur notre site internet, les numéros de téléphone. Et puis, il y a aussi toutes ces balades que vous avez en préparation pour les beaux jours et qu'on peut retrouver également sur le site internet. Oui, voilà, donc c'est classé par commune et vous pouvez vous y retrouver. Et pour celle de Vraie-sur-Semois, elle sera sûrement dans les news à partir du 26 mars, puisque c'est la date d'inauguration et de sortie de presse de cet itinéraire touristique. Voilà les beaux jours de retour et des idées de balades à faire en redécouvrant un patrimoine bien de chez nous. Province de Namur, au cœur de votre quotidien.